Aujourd'hui, à 74 ans, j'ai livré mon propre fils à la police. Thomas est parti menotter sous mes yeux et ma fille Claire me regardait comme si j'étais devenu fou. Mais quand le commissaire Marchand a ouvert ce dossier sur la table et m'a montré toutes ses preuves, mon Dieu, mon fils avait fait de moi le cerveau présumé d'un réseau criminel international. Pendant 9 mois, j'ai vécu comme un fugitif sans le savoir, pensant protéger ce garçon qui détruisait ma réputation pour sauver la sienne. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette histoire. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé un mardi matin de mars dernier. Il était 7h30 quand j'entendis frapper à ma porte. Ça faisait 3 ans que je vivais seul dans cette petite maison en Dordogne, depuis que ma femme Marguerite nous avait quittés. Un cancer foudroyant, parti en 6 mois. Cette maison était notre refuge, vous savez. 42 ans de gendarmerie, j'avais arrêté des fraudeurs, des escrocs, des criminels en col blanc. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, je serais dans leur peau. Quand j'ouvris, Thomas était là, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de sang. Mon fils de 46 ans, expert comptable à Bordeaux, un homme que j'avais toujours cru droit comme un i. Il portait encore son costume de la veille, froissé, taché de sueur. « Papa, il faut qu'on parte. Maintenant. » Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Thomas parlait vite, très vite, regardant sans cesse par-dessus son épaule. « Thomas, qu'est-ce qui se passe? Entre, assieds-toi, je vais faire du café. »« Non, papa, tu ne comprends pas. J'ai des ennuis, des gros ennuis. Il y a des hommes qui me cherchent. » Mon sang d'ancien gendarme ne fit qu'un tour. J'attrapai mon fils par les épaules. « Des hommes? Quels hommes? Tu as porté plainte ?» Thomas éclata d'un rire nerveux, presque hystérique. « Oh, porter plainte? Papa, tu ne piges vraiment pas. Ces gens-là, ils ne rigolent pas. J'ai une dette, une grosse dette de jeu, 300 000 €. Je sentis mes jambes flageoler. 300 000 €. Mon fils, cet homme si posé, si méticuleux. Thomas, comment tu as pu? Papa, ce n'est pas le moment des explications. Il faut partir. J'ai un endroit sûr dans les Alpes, un chalet que j'ai loué. Le temps que ça se tasse. Je regardais ce garçon que j'avais élevé, ce petit Thomas qui venait se blottir contre moi quand il avait peur de l'orage. À 46 ans, il tremblait encore. Mais cette fois, ce n'était pas l'orage dehors qui l'effrayait. Et si on allait voir les gendarmes ensemble? Je connais encore du monde. On peut arranger. « Non !» cria-t-il si fort que je sursautai. « Non, papa. Tu ne connais pas ces gens. S'ils apprennent que j'ai parlé, ils s'en prendront à toi aussi. Tu veux finir comme maman? Mourir avant l'heure ?» Cette phrase me glaça le sang. Marguerite. Il osait mentionner Marguerite dans ce contexte. « D'accord, dis-je finalement. Combien de temps? Quelques semaines. Le temps qu'ils comprennent que je n'ai plus l'argent, qu'ils passent à autre chose. » J'attrapai mon sac de voyage, celui que Marguerite m'avait offert pour notre dernier anniversaire de mariage. Quelques vêtements, mes médicaments pour l'hypertension, ma vieille montre de gendarme. En 30 minutes, j'abandonnais 40 ans de souvenirs. Thomas était nerveux au volant de sa BMW noire. Nous roulions vers l'est, direction les Alpes. Je regardais défiler la campagne française par la fenêtre, me demandant comment mon fils avait pu en arriver là. Thomas, cette dette, c'était où? Un casino? Il serra le volant plus fort. Des jeux en ligne, papa. Ça a commencé petit, juste quelques euros le soir pour décompresser du boulot. Et puis, ça a dégénéré. Et Sandrine, elle sait? Sandrine, c'était sa femme depuis 10 ans. Une fille adorable, institutrice à Bordeaux. On s'est séparés il y a 2 mois. Elle ne supportait plus mes mensonges. Encore un choc. Thomas et Sandrine séparés, et moi qui ne savais rien. Depuis la mort de Marguerite, je vivais de plus en plus en ermite, ne voyant mes enfants qu'aux anniversaires et à Noël. Claire habitait Lyon avec sa famille, Thomas à Bordeaux avec, sans Sandrine maintenant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Papa, tu avais déjà assez de soucis avec le deuil de maman. Je ne voulais pas t'accabler. Nous arrivâmes au chalet vers 15 heures. Une petite bâtisse en bois perdue dans la montagne.
à 20 minutes du premier village. L'endroit était magnifique, je dois l'avouer, mais terriblement isolé. « C'est parfait », dit Thomas en coupant le moteur. « Personne ne viendra nous chercher ici. » Les premières semaines passèrent étrangement. Thomas était tendu, sursautant au moindre bruit. Moi, je m'occupais comme je pouvais. Lecture, petite promenade autour du chalet, cuisine. Thomas avait confisqué mon téléphone portable. « Papa, ils peuvent traquer les signaux. C'est plus sûr comme ça. » J'acceptais. Qu'est-ce que j'y connaissais aux méthodes modernes de ces criminels? Mais au bout d'un mois, quelque chose me dérangeait. Thomas recevait des appels, souvent. Il s'éloignait pour répondre, parlait à voix basse. Et surtout, il ne semblait pas particulièrement inquiet pour quelqu'un qui fuyait des usuriers dangereux. Il sortait même faire des courses seul, restait parfois parti des heures entières. « Thomas, tu n'as pas peur qu'ils te reconnaissent au village ?»« Non, papa. J'ai changé d'apparence. » Et puis, qui irait chercher dans ce trou perdu? Un soir de mai, je ne dormais pas. L'insomnie, ça devient fréquent à mon âge. Je descendis boire un verre d'eau et entendis Thomas au téléphone dans le salon. Il chuchotait, mais dans le silence de la montagne, sa voix portait. « Non, non, tout va bien. Le vieux est sage comme une image. Il ne se doute de rien. Oui, encore quelques mois et on sera tranquille. Il faut juste que l'enquête se tasse. Non, il ne peut pas partir, il n'a même pas de téléphone. » Mon sang ne fit qu'un tour. Le vieux, il parlait de moi, et quelle enquête! Je remontais sans faire de bruit, le cœur battant. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je tentais d'en savoir plus. « Thomas, ces hommes qui te cherchent, tu as eu des nouvelles ?»« Non, papa, rien. C'est plutôt bon signe, non ?» Mais il évitait mon regard. Cet homme qui mentait à sa propre femme pouvait très bien me mentir à moi aussi. Les jours suivants, je commençais à observer Thomas différemment. 42 ans de gendarmerie, ça vous donne l'habitude. Il n'avait pas le comportement d'un homme traqué. Il était certes stressé, mais pas effrayé. C'était différent. Un matin de juin, Thomas partit faire des courses. Il emporta son ordinateur portable, ce qu'il ne faisait jamais d'habitude. Je fouillai sa chambre. Dans le tiroir de sa table de nuit, je trouvai plusieurs cartes d'identité, toutes au nom de Thomas Valois, mais avec des adresses différentes. Bordeaux, Paris, Lyon, même une à Marseille. Mon cœur s'arrêta quand je trouvai la 5e carte. Mon nom, Jean-Pierre Valois. Mais pas ma photo. Une photo de Thomas vieillie numériquement et une adresse que je ne connaissais pas, à Monaco. Mes mains tremblaient. Qu'est-ce que mon fils faisait avec une fausse carte d'identité à mon nom? Quand Thomas rentra, j'étais dans le salon, la carte posée sur la table basse. « Thomas, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il devint livide en voyant la carte. « Papa, je peux tout expliquer. J'écoute. » Il s'assit en face de moi, se prenant la tête dans les mains. « Ce n'est pas une dette de jeu, papa. J'ai fait des bêtises au bureau. Beaucoup de bêtises. » Quel genre de bêtises? Des détournements de fonds. J'aidais mes clients à évader leurs impôts, à blanchir de l'argent. Au début, c'était small, juste quelques milliers d'euros de commission. Mais ça a pris des proportions. Je me levai brusquement. « Thomas, tu me dis que tu es devenu un criminel financier? Papa, écoute-moi. Et cette carte d'identité, pourquoi mon nom ?» Thomas resta silencieux un long moment, puis lâcha dans un souffle. « J'avais besoin d'un nom propre. Quelqu'un d'irréprochable. 42 ans de gendarmerie, papa. Ton nom, c'est de l'or. Tu as usurpé mon identité? Juste pour quelques opérations. Rien de grave, je te jure. » Mais à cet instant, je compris que mon fils me mentait encore. Dans ses yeux, je ne voyais plus le petit Thomas effrayé par l'orage. Je voyais un homme froid, calculateur, qui venait d'avouer avoir sali le nom que j'avais mis 42 ans à bâtir. « Thomas, on rentre. Maintenant. »« Papa, non, tu ne comprends pas. Si on rentre maintenant, ils vont m'arrêter. »« Qui ça, ils ?»« La police financière de Bordeaux. Il y a une enquête en cours. Et moi, je risque quoi dans cette histoire ?» Thomas détourna le regard. « Rien, papa. Tu n'as rien fait. »
mais sa voix manquait de conviction. Je sentais qu'il me cachait encore quelque chose d'énorme. Cette nuit-là, je fis semblant de dormir et attendis que Thomas s'endorme. Vers 2 heures du matin, je me levai discrètement et fouillai son ordinateur portable. Il avait oublié de le verrouiller. Ce que je découvris me glaça jusqu'aux os. Des dizaines de sociétés créées avec mon identité. Des comptes bancaires ouverts en mon nom dans 4 pays différents. Des transferts de millions d'euros passant par ces comptes. Et surtout, des emails. Des emails où Thomas se faisait passer pour moi, signant Jean-Pierre Valois, des contrats frauduleux, des accords de blanchiment. Le plus effroyable, c'était un email daté de la semaine précédente. Thomas écrivait à un certain monsieur Dubois, « Mon père commence à avoir des doutes. Heureusement qu'il est isolé ici. Le temps que l'enquête se termine et qu'on brouille les pistes, il sera trop tard pour qu'il comprenne quoi que ce soit. » Mon propre fils parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer. Je continuais à fouiller et tombais sur un dossier intitulé « Plan B ». À l'intérieur, un document terrifiant. Un faux certificat médical attestant que Jean-Pierre Valois souffrait de démence sénile avancée et n'était plus responsable de ses actes. Thomas avait tout prévu. Si jamais j'étais arrêté à sa place, il plaiderait que j'étais un vieux sénile manipulé par de vrais criminels. Il était prêt à me faire passer pour fou pour sauver sa peau. Je refermais l'ordinateur, les mains tremblantes. En 42 ans de gendarmerie, j'avais vu des fils décevoir leur père, mais jamais à ce point. Le lendemain matin, je tentais de garder mon calme. « Thomas, il faut qu'on parle sérieusement. Cette enquête dont tu parles, elle porte sur quoi exactement ? Papa, moins tu en sais, mieux c'est. J'ai le droit de savoir si mon nom est impliqué. » Thomas me regarda longuement, puis soupira. Ils enquêtent sur un réseau de blanchiment international. Plusieurs millions d'euros détournés des caisses de retraite de fonctionnaires. Les caisses de retraite de fonctionnaires. Mon sang de gendarme ne fit qu'un tour. Thomas, tu me dis que tu as volé l'argent des retraites de mes anciens collègues ? Ce n'est pas si simple, papa. Ah si, c'est très simple. Tu as volé l'argent de gens qui ont servi la France pendant des décennies. Thomas se leva brusquement. Et alors, tu crois qu'ils ont fait quoi pour moi, ces gens-là ? Tu crois qu'ils m'ont facilité la vie d'être le fils du gendarme parfait ? Tu sais ce que c'est de grandir dans ton ombre ? Thomas. Non, papa. Toute ma vie, j'ai entendu « Ah, vous êtes le fils de Valois. Quel homme exemplaire. Tu sais ce que c'est de ne jamais pouvoir être à la hauteur. » Alors, tu as décidé de salir mon nom pour te venger ? Thomas eut un rire mauvais. Te venger ? Non, papa. J'ai décidé d'utiliser la seule chose de valeur que tu m'aies jamais donnée. Ta réputation. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mon propre fils venait d'avouer qu'il avait détruit 42 ans de service pour quelques millions d'euros. Thomas, on rentre. Aujourd'hui. Et tu vas tout avouer à la police. Non. Si. Papa, tu ne comprends toujours pas. Si on rentre maintenant, c'est toi qu'ils vont arrêter. Tous les comptes sont à ton nom. Toutes les sociétés sont à ton nom. Toutes les signatures sont les tiennes. Fausse signature. Prouve-le. Un expert graphologue dira que c'est toi qui as signé. J'ai passé des mois à apprendre à imiter ton écriture. Je le regardais incrédule. Tu as imité ma signature ? Papa, j'ai imité bien plus que ta signature. J'ai imité toute ta personnalité. Pendant des mois, j'ai été Jean-Pierre Valois, ancien gendarme respectable, devenu criminel sur ses vieux jours. Thomas, tu es en train de me dire que tu es officiellement le cerveau présumé d'un réseau criminel international. Oui, papa. Félicitations, tu es recherché dans 4 pays. Le sol se dérobait sous mes pieds. Mon fils venait de m'annoncer que j'étais devenu un fugitif sans le savoir. Mais les gens me connaissent, mes anciens collègues. Papa, tu es parti à la retraite il y a 3 ans. Tu ne vois plus personne depuis la mort de maman. Qui témoignerait pour toi aujourd'hui ? Il avait raison. Depuis la mort de Marguerite, je m'étais isolé. Mes anciens collègues, je ne leur parlais plus. Mes voisins, je les saluais à peine. Et mes enfants ? Claire sait que ce n'est pas moi. Thomas eut un sourire froid. Claire pense que tu déprimes depuis la mort de maman.
Elle ne serait pas si surprise d'apprendre que tu as mal tourné. Tu as dit quoi à Claire? Rien encore. Mais si tu ne coopères pas, la menace était claire. Thomas était prêt à retourner ma propre fille contre moi. Je m'écroulais dans le fauteuil. À 74 ans, je découvrais que mon fils avait fait de moi un criminel en fuite. Pire, il me retenait prisonnier dans ce chalet en me faisant croire qu'il me protégeait. Depuis quand, Thomas? Depuis quand tu planifies ça? Depuis ma première grosse perte au jeu, il y a 2 ans. Au début, je voulais juste emprunter ton nom pour un petit compte offshore, juste le temps de me refaire. Mais quand j'ai vu comme c'était facile, ton nom ouvre toutes les portes, papa. 2 ans. Mon fils me trahissait depuis 2 ans, et moi, dans mon deuil, je n'avais rien vu venir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on attend. Dans quelques mois, la police se lassera. Ils classeront l'affaire. Et nous, on recommencera une nouvelle vie quelque part. Nous, papa, tu n'as pas le choix. Tu es mon complice maintenant. Officiellement. Cette phrase résonna dans ma tête comme un glas. Mon propre fils venait de faire de moi son otage et son complice malgré moi. Ce soir-là, seul dans ma chambre, je pleurais pour la première fois depuis les obsèques de Marguerite. Je pleurais sur ce fils que j'avais perdu, sur cette vie que j'avais construite et qui s'écroulait, sur cette réputation détruite par celui-là même que j'avais élevé. Mais au bout de mes larmes, une vieille colère de gendarme remonta. Une colère froide, méthodique. Thomas avait peut-être détruit Jean-Pierre Valois le père, mais il restait Jean-Pierre Valois, l'enquêteur. Et cet enquêteur allait retrouver la vérité, même si ça devait lui coûter son fils. Les semaines suivantes, je fis semblant d'accepter la situation. Thomas se détendit, croyant que j'avais capitulé. Il sortait plus souvent, me laissant seul au chalet. C'était exactement ce que j'attendais. Pendant ses absences, je fouillais méthodiquement tous ses affaires. J'avais retrouvé mes réflexes de gendarme. Dans la doublure de sa veste, je découvris un passeport. Ma photo, mais un nom d'emprunt. Jean-Claude Moreau. Un nom que je connaissais, un nom qui était apparu dans plusieurs affaires criminelles quand j'étais encore en service. Thomas n'avait pas seulement usurpé mon identité. Il avait fait de moi le nouveau visage de criminel que j'avais moi-même traqué. C'est à ce moment que je compris l'ampleur de la manipulation. Mon fils n'avait pas choisi mon nom par hasard. Il avait étudié mes anciens dossiers, identifié des criminels recherchés et collé mon visage sur leur identité. Dans ces papiers, je trouvais autre chose. L'adresse de son véritable domicile à Bordeaux. Pas l'appartement modeste qu'il me disait habiter, mais un penthouse luxueux dans le quartier des Chartrons. Cet homme vivait dans le luxe grâce à l'argent volé et me faisait vivre en reclus pour couvrir ses crimes. Le plan germa alors dans ma tête. Un plan digne des 42 années que j'avais passées à traquer les criminels. J'allais retourner la situation, mais d'abord, il me fallait des preuves irréfutables. Chaque soir, pendant que Thomas dormait, je photographiais ses documents avec un vieil appareil photo que j'avais trouvé dans un placard. Les fausses cartes d'identité, les relevés de compte, les emails imprimés. Tout. Au bout de 3 semaines, j'avais constitué un dossier complet sur les activités criminelles de mon fils. Un dossier qui prouverait mon innocence et sa culpabilité. Mais je ne me faisais pas d'illusions. Thomas avait eu le temps de brouiller les pistes. Il faudrait plus que des photos pour convaincre la justice. C'est alors que j'eus une idée terrible, mais la seule qui pouvait fonctionner. J'allais me livrer moi-même à la police, mais pas n'importe comment, et pas n'importe où. Je me livrerais directement chez Thomas, dans son appartement de Bordeaux, au moment précis où la police viendrait l'arrêter, car j'avais trouvé dans ses affaires un document qui changeait tout, un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt daté du lendemain, visant l'appartement de la rue des Chartrons. Thomas le savait. Il savait que la police allait débarquer chez lui le lendemain, et il comptait rester bien sagement au chalet pendant que les enquêteurs fouillaient un appartement vide. Sauf que moi, j'allais y être. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je savais qu'au lever du jour, je devrais quitter ce chalet pour la dernière fois. Thomas dormait paisiblement dans sa chambre, ignorant que son père avait découvert son jeu et s'apprêtait à le retourner contre lui. À 5 heures du matin, je me levai sans bruit.
J'avais tout préparé. Les photos des documents compromettants cachés dans la doublure de ma veste, quelques affaires dans un petit sac. Et surtout, cette détermination froide que j'avais apprise en 42 ans de gendarmerie. Thomas avait laissé les clés de sa BMW sur le comptoir de la cuisine. Je les pris délicatement. Mon fils avait toujours été un gros dormeur, même enfant. Ça ne changerait pas aujourd'hui. Je laissai un mot sur la table, parti faire une promenade. De retour ce soir. Papa. Un dernier mensonge pour lui laisser le temps de comprendre trop tard. La route vers Bordeaux me parut interminable. 4 heures de trajet pour rejoindre la rue des Chartrons. 4 heures pour réfléchir à ce que j'allais dire au commissaire Marchand quand il débarquerait chez Thomas. Car j'avais reconnu ce nom dans les documents de mon fils. Commissaire Lucien Marchand, brigade financière de Bordeaux, un homme de ma génération que j'avais croisé lors de quelques affaires interservices. Rigide, méticuleux, le genre d'homme qui ne lâche jamais une piste. Si quelqu'un pouvait démêler ce mensonge, c'était lui. J'arrivais rue des Chartrons vers 10 heures. L'immeuble de Thomas était encore plus luxueux que je l'imaginais. Façade du XVIIIe siècle rénovée, hall d'entrée en marbre, ascenseur moderne. Tout ça payé avec l'argent des retraites de mes anciens collègues. L'appartement était au 5e étage. Un penthouse avec vue sur la Garonne. Quand j'entrai avec les clés que Thomas gardait toujours sur lui, je découvris un intérieur qui me fit vomir. Meubles de designer, tableaux de maîtres au mur, cave à vin remplie de grands crus. Dans le bureau, 3 écrans d'ordinateur, des téléphones de plusieurs pays, une imprimante professionnelle. Et partout, des documents portant mon nom, ma signature imitée, ma réputation salie. Sur le bureau principal trônait un dossier ouvert, intitulé « Stratégie de défense ». Jean-Pierre Valois. À l'intérieur, le plan complet de Thomas pour me faire passer pour le cerveau criminel. Je lus page après page, l'estomac retourné. Mon fils avait tout prévu, me présenter comme un retraité aigri et dépressif qui avait basculé dans le crime après la mort de sa femme. Il avait même préparé de faux témoignages d'anciens collègues, prêts à dire que Valois avait changé depuis son veuvage. Pire encore, il avait monté un dossier médical complet me diagnostiquant des troubles cognitifs précoces. Fausses consultations, faux examens, fausses ordonnances d'antidépresseurs. Tout pour faire croire que j'étais devenu fou de chagrin et manipulable. Dans ce dossier, je trouvais aussi des photos de moi prises à mon insu ces derniers mois. Au supermarché, à la pharmacie, chez le médecin. Thomas me surveillait depuis longtemps, constituant un dossier pour prouver mon isolement social et ma détresse psychologique. Mon propre fils m'espionnait pour mieux me détruire. Mais le pire restait à venir. Dans un classeur marqué « Assurance », je découvris une police d'assurance vie de 2 millions d'euros, souscrite à mon nom 6 mois plus tôt. Bénéficiaire, Thomas Valois. Les mains tremblantes, je lus les conditions. En cas de décès accidentel ou de suicide en prison, Thomas toucherait 2 millions d'euros. Mon fils n'avait pas seulement prévu de me faire accuser à sa place. Il avait prévu ma mort. Je m'écroulais dans le fauteuil de cuir. Comment ce petit garçon que j'avais porté sur mes épaules était-il devenu ce monstre? Comment avais-je pu échouer à ce point comme père? Mais le temps de l'apitoiement était révolu. Il était 11h30 et selon le mandat que j'avais trouvé, la police devait arriver à midi. Je sortis les photos que j'avais prises au chalet et les étalai méthodiquement sur le bureau de Thomas. Puis j'ajoutai tous les documents compromettants que je venais de découvrir dans l'appartement. L'assurance vie, le plan de défense, les faux témoignages. Enfin, je rédigeai une lettre manuscrite, de ma vraie écriture cette fois. Commissaire Marchand, je suis Jean-Pierre Valois, 74 ans, ancien gendarme. L'homme que vous cherchez n'est pas moi, mais mon fils Thomas. Les preuves sont sur cette table. Je me livre volontairement pour rétablir la vérité. Respectueusement, J.P. Valois. À midi pile, j'entendis des pas dans l'escalier. Plusieurs hommes qui montaient rapidement mais discrètement. Je me plaçai bien en vue dans le salon, les mains posées sur les genoux, et attendis. Les coups à la porte furent secs, autoritaires. « Police, ouvrez !»« C'est ouvert !» criai-je d'une voix forte.
La porte s'ouvrit brutalement. 4 hommes en civil entrèrent, armes au poing. Le premier était un homme de mon âge, cheveux gris, costume sombre. Je reconnus immédiatement Lucien Marchand. « Personne ne bouge. Police judiciaire. Commissaire Marchand ?» dis-je calmement. « Je suis Jean-Pierre Valois. Je vous attendais. » Marchand me regarda, stupéfait. Il s'attendait visiblement à tomber sur Thomas, pas sur un vieil homme qu'il appelait par son nom. « Valois, mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Je me livre, commissaire, mais d'abord il faut que vous sachiez la vérité. » « La vérité ? Valois, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et fraude fiscale à grande échelle. Vous avez le droit de... » « Commissaire, l'interrompis-je. Regardez ce bureau. » Marchand s'approcha, méfiant. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les documents étalés. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Les preuves que l'homme que vous cherchez, ce n'est pas moi. C'est mon fils, Thomas Valois. Cet appartement est le sien, pas le mien. » Marchand prit l'assurance vie, la lut rapidement. 2 millions d'euros. Souscrite il y a 6 mois. Regardez la signature, commissaire. Et comparez avec celle-ci. Je lui tendis ma carte d'identité et le mot que je venais d'écrire. Marchand observa attentivement. L'écriture est différente. Mon fils a passé des mois à apprendre à imiter ma signature, mais il n'a jamais su imiter ma vraie écriture manuscrite. Un de ses adjoints lui tendit le dossier « Stratégie de défense ». « Chef, regardez ça. C'est un plan complet pour faire accuser le père à la place du fils. » Marchand parcourut le dossier, son visage se durcissant à chaque page. « Valois, Jean-Pierre Valois, vous me dites que votre propre fils vous a piégé ? Depuis 2 ans, commissaire. Il a usurpé mon identité pour créer un empire criminel, puis m'a séquestré dans un chalet en me faisant croire qu'il me protégeait. Séquestré ? Je sors de 9 mois d'isolement forcé dans les Alpes. Mon fils m'avait confisqué mon téléphone, coupé de toute communication. Il me disait que des usuriers le poursuivaient. Marchand me regardait avec un mélange d'incrédulité et de fascination professionnelle. « Et vous avez découvert quoi exactement ?» Je sortis les photos de ma veste et les étalai sur la table. « Ça, commissaire. Fausse carte d'identité, compte offshore, société écran, tout créé avec mon nom et ma réputation. Mon fils s'est servi de 42 ans de service irréprochable pour bâtir un réseau criminel. » Marchand examina les photos une par une. Son adjoint lui chuchota quelque chose à l'oreille. « Chef, l'appartement est loué au nom de Thomas Valois depuis 3 ans. Et regardez ça. » Il montra un relevé bancaire posé sur le bureau. 2,5 millions d'euros sur ce compte. Virement en provenance des îles Caïmans, du Luxembourg, de la Suisse. Thomas vit ici dans le luxe, dis-je, pendant que moi, je survivais en reclus en croyant le protéger. Marchand s'assit en face de moi. « Valois, votre histoire est invraisemblable. Un fils qui détruit son père pour couvrir ses crimes. Commissaire, vous me connaissez de réputation. En 42 ans de gendarmerie, ai-je jamais donné l'impression d'être un homme malhonnête ?» Marchand réfléchit un long moment. « Non, reconnaît-il. Jean-Pierre Valois, c'était la référence en matière d'intégrité. Mais les preuves contre vous sont accablantes. Les preuves contre Jean-Pierre Valois. Oui, mais regardez bien ces signatures, ces photos, ces documents. Qui avait accès à mon identité? Qui connaissait mes habitudes, mes anciens dossiers? Qui pouvait imiter ma signature mieux que mon propre fils? Un autre policier entra dans la pièce. « Chef, on a trouvé ça dans la chambre. » Il tenait un carnet relié de cuir. Marchand l'ouvrit et lut la première page. « Journal de bord, Opération Papa. » Qu'est-ce que... Il continua à lire et je vis son visage changer d'expression. Jour 1. Papa a gobé l'histoire de la dette de jeu. Il est tellement naïf. Jour 15. Papa commence à poser des questions. Il faut que je le distrais. Jour 127. Papa a découvert les cartes d'identité. J'ai improvisé en avouant les détournements. Il croit encore que je le protège. Marchand leva les yeux vers moi. Votre fils tenait un journal de votre séquestration? Apparemment. Jour 180. Papa devient trop curieux. Si ça continue, il faudra que j'active le plan B.
Le certificat médical est prêt, et l'assurance vie aussi. 2 millions, ça vaut bien un père encombrant. Le silence qui suivit fut glacial. Marchand referma le carnet d'un coup sec. Bordel de merde, votre fils planifiait de vous faire tuer en prison. Ou de me pousser au suicide. L'assurance vie couvre les deux cas. Marchand se leva et fit les 100 pas dans le salon. Valois, si votre version est vraie, on tient peut-être l'affaire du siècle. Un fils qui détruit la vie de son père pour s'enrichir. Commissaire, où est Thomas en ce moment? Aucune idée. On pensait le trouver ici. Il est dans un chalet dans les Alpes. Il croit que je fais ma promenade matinale habituelle. Il ne se doute de rien. Vous connaissez l'adresse? Je sortis un papier de ma poche. Chemin de la Bergerie, chalet numéro 7, commune de Valorcine, à 3 heures de route d'ici. Marchand se tourna vers ses hommes. Bonne foi, vous prenez 2 voitures et vous foncez là-bas. Je veux Thomas Valois menotté avant ce soir. À vos ordres, chef. Quand les policiers partirent, Marchand s'assit de nouveau face à moi. Valois, je dois vous dire, officiellement, vous êtes toujours en état d'arrestation. Mais officieusement, cette histoire pue l'arnaque à plein nez. Que faut-il faire pour prouver mon innocence? D'abord, on va analyser toutes ces signatures. Ensuite, on va éplucher les comptes bancaires. Et surtout, on va interroger votre fils. Il niera tout. Thomas est intelligent, commissaire. Il a eu 2 ans pour préparer sa défense. Peut-être. Mais il n'avait pas prévu que son père le livrerait lui-même à la police. À cet instant, mon téléphone portable sonna. Je l'avais récupéré en arrivant dans l'appartement. Le nom de Thomas s'affichait à l'écran. « Répondez », dit Marchand. « Mais attention à ce que vous dites. » J'activais le haut-parleur et décrochais. « Allô? Papa? Putain, mais où tu es? J'ai trouvé ton mot, mais ça fait 5 heures que tu es parti. Je me promène, Thomas. Papa, tu me fais flipper. Rentre au chalet, s'il te plaît. Je rentrerai ce soir, comme prévu. Non, papa, rentre maintenant. J'ai reçu un appel. Les hommes qui me cherchent, ils ont retrouvé ma trace. Il faut qu'on parte. » Marchand me fit signe de continuer. « Quels hommes, Thomas ? » ?»« Les usuriers, papa. Ils arrivent. Il faut qu'on file. »« Thomas, dis-moi la vérité. » Un long silence au bout du fil. « Quelle vérité, papa ? Il n'y a jamais eu d'usurier, n'est-ce pas ? » Nouveau silence. Plus long. « Papa, qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Thomas, j'ai découvert ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. » Cette fois, le silence dura presque 1 minute. Quand Thomas reprit la parole, sa voix avait changé. Plus froide, plus calculatrice. « Où tu es, papa ? Dans ton appartement de Bordeaux, avec le commissaire Marchand. Papa, tu as fait une énorme connerie. La seule connerie que j'ai faite, c'est de t'avoir fait confiance. Papa, tu ne comprends pas. Si tu me livres, c'est toi qui vas tomber. Toutes les preuves sont contre toi. Nous verrons, Thomas. Papa, écoute-moi. Je peux encore arranger les choses, je peux faire disparaître ton nom de tous les comptes, mais il faut que tu reviennes au chalet. Non, papa, tu ne te rends pas compte. Si je tombe, tu tombes avec moi. C'est ton nom partout. Ta réputation qui est détruite. Tu veux finir tes jours en prison? Si c'est le prix à payer pour que justice soit rendue, oui. Papa, ne fais pas ça. Ne détruis pas notre famille. C'est toi qui as détruit notre famille, Thomas. Le jour où tu as décidé de salir le nom que j'ai mis 42 ans à construire. Papa, tu es mon père. Tu es censé me protéger. Et toi, tu es censé respecter ton père, pas le détruire pour t'enrichir. Thomas explosa soudain au téléphone. Respecter quoi? Respecter le gendarme parfait, le héros de la famille. Tu sais ce que c'est d'être ton fils? Tu sais ce que c'est de ne jamais être à la hauteur de Jean-Pierre Valois l'irréprochable? Thomas, non papa. Tu veux savoir pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais marre de ton exemple, marre de tes principes, marre d'être dans ton ombre. Au moins maintenant, c'est moi qui contrôle ton destin. Plus maintenant. Papa, si tu ne reviens pas au chalet dans les 2 heures, j'appelle Claire.
Je lui dis que tu as perdu la tête, que tu accuses ton propre fils pour couvrir tes crimes. Tu veux que ta fille te voie comme un vieux fou paranoïaque. Cette menace me fit mal. Claire était tout ce qui me restait comme famille, mais je ne pouvais plus reculer. Fais ce que tu veux, Thomas. Papa, papa, tu ne peux pas me faire ça. Je raccrochais, mes mains tremblaient. Marchand me regardait avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Valois, ça a dû être l'appel le plus difficile de votre vie. 46 ans, commissaire. J'ai aimé ce garçon pendant 46 ans. Et maintenant, je ne sais plus qui il est. Le téléphone de Marchand sonna. Il décrocha rapidement. Oui? Quoi? Vous êtes sûr? Merde. Il raccrocha et me regarda gravement. Vos collègues ont trouvé le chalet? Le chalet est vide. Votre fils a pris la fuite. Je fermai les yeux. Thomas était plus intelligent que je ne l'avais cru. Il avait prévu cette éventualité? Apparemment. Mes hommes ont trouvé un sac de voyage prêt et des papiers d'identité de secours. Votre fils avait un plan d'évasion. Sous quelle identité? Jean-Claude Moreau. Le faux passeport que vous avez trouvé. Même en fuite, Thomas utilisait une identité criminelle que j'avais autrefois traquée. C'était un dernier pied de nez à mon passé de gendarme. Il va essayer de quitter le pays? Probablement. On a lancé un avis de recherche international. Marchand se rassit et sortit un calepin. Valois, je vais avoir besoin d'un témoignage complet. Tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu ces 9 derniers mois. Commissaire, ma fille Claire, il va falloir que je l'appelle. Thomas a menacé de la retourner contre moi. Vous voulez que je l'appelle en premier? Pour expliquer la situation? Non, c'est à moi de le faire. Je composais le numéro de Claire. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Papa, c'est bizarre, Thomas vient de m'appeler. Claire, il faut qu'on parle. Tu es seul? Oui, les enfants sont à l'école et Marc au bureau. Papa, Thomas m'a dit des choses troublantes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu avais des problèmes avec la justice, que tu accusais ton propre fils pour te couvrir. Papa, ce n'est pas vrai, dis-moi. Claire, assois-toi. Papa, tu me fais peur. Ma chérie, ton frère a fait des choses terribles et il a essayé de me faire accuser à sa place. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Claire, je suis avec la police en ce moment. Thomas est en fuite. Il est recherché pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pendant 9 mois, il m'a retenu prisonnier dans un chalet en me faisant croire qu'il me protégeait. En réalité, il utilisait mon identité pour ses crimes. Claire se mit à pleurer au téléphone. Papa, ce n'est pas possible. Thomas ne ferait jamais ça. Ma chérie, je sais que c'est dur à accepter. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. Mais papa, pourquoi il ferait ça? Pourquoi à son propre père? Je ne sais pas, Claire. Je ne sais pas où j'ai failli. Papa, tu es sûr de ce que tu avances? Tu es sûr que tu ne te trompes pas? Claire, regarde les journaux demain. Tu verras que ton père n'est pas devenu fou. Papa, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Thomas a disparu. La police le cherche. Et toi? Moi, je vais coopérer avec la justice. Il faut que la vérité éclate. Claire sanglotait au téléphone. Papa, j'ai peur. De quoi, ma chérie? J'ai peur qu'on ne soit plus jamais une vraie famille. Cette phrase me brisa le cœur. Claire avait raison. Quoi qu'il arrive maintenant, notre famille était détruite. Claire, je t'aime. Quoi qu'il se passe, n'oublie jamais ça. Je t'aime aussi, papa. Quand je raccrochais, Marchand me tendit un mouchoir. Valois, vous avez fait le bon choix. Commissaire, j'ai perdu mon fils. Valois, vous avez perdu un fils criminel. Mais vous avez gardé votre honneur. Mon honneur? À quoi ça sert l'honneur quand on finit sa vie seul? À pouvoir se regarder dans le miroir le matin. Marchand avait raison, mais ça ne soulageait pas la douleur. À 74 ans, j'avais retrouvé mon innocence, mais j'avais perdu la seule chose qui me restait, ma famille. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'interrogatoires, de confrontations avec les preuves, d'expertises en écriture. Peu à peu,
la vérité émergea. Les signatures expertisées révélèrent les imitations. Les témoins confirmèrent que je vivais en reclus. Les relevés bancaires prouvèrent que je n'avais jamais touché cet argent sale. À 20h, Marchand vint me voir dans la salle d'interrogatoire. « Valois, vous êtes libre. Officiellement innocenté. Toutes les charges contre vous sont abandonnées. Et Thomas, toujours en fuite, mais on le retrouvera. Commissaire, qu'est-ce que je fais maintenant? Je rentre chez moi comme si rien ne s'était passé. Valois, vous avez vécu 9 mois d'enfer. Vous avez le droit de prendre le temps de vous reconstruire. Me reconstruire? À 74 ans. Vous avez une fille qui vous aime, des petits-enfants qui ont besoin de leur grand-père, et vous avez retrouvé votre nom. Il avait raison. Mais en rentrant chez moi cette nuit-là, dans ma petite maison de Dordogne, je me sentais plus seul que jamais. Cette maison où Marguerite et moi avions été heureux, où j'avais élevé Thomas et Claire, me semblait vide et froide. Sur la table de la cuisine, une photo de famille prise l'été dernier. Moi, Claire, Thomas, mes petits-enfants. Tout le monde souriait. Comment avais-je pu être si aveugle? Je pris la photo et regardai longuement le visage de Thomas. Ce sourire que je croyais sincère cachait déjà ses plans criminels. Cet homme qui me serrait l'épaule sur la photo était déjà en train de détruire ma vie. Je retournai la photo et m'écroulai dans mon fauteuil. Demain, il faudrait que j'appelle Claire, que j'explique tout aux petits-enfants, que j'apprenne à vivre sans ce fils que j'avais cru connaître. Mais cette nuit, j'avais juste besoin de pleurer. Pleurer sur ce garçon que j'avais perdu, sur cette famille brisée, sur ces 9 mois de ma vie volés par celui que j'aimais le plus au monde. Et quelque part dans la nuit, Thomas était en fuite, emportant avec lui les derniers morceaux de mon cœur de père. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus étranges de ma vie. Libre, mais hanté. Innocenté, mais brisé. Les journaux s'étaient emparés de l'affaire. L'ancien gendarme piégé par son propre fils. 9 mois de séquestration familiale. La trahison du siècle. Ma photo était partout, mais cette fois, comme victime, pas comme criminel. Claire était venue s'installer chez moi avec les enfants. Marc, son mari, avait pris des congés pour l'accompagner. Mes petits-enfants, Léa et Antoine, 12 et 9 ans, ne comprenaient pas pourquoi oncle Thomas était devenu méchant, comme disait Antoine. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que son oncle avait voulu détruire son grand-père? « Papy », demanda Léa un matin pendant le petit déjeuner, « pourquoi oncle Thomas il t'a fait du mal? Tu lui avais fait quelque chose de pas bien ?» Cette question me transperça. Dans l'innocence de ma petite fille se cachait le doute qui me rongeait. Avais-je failli quelque part comme père? Avais-je été trop exigeant, trop rigide, trop parfait? Non, ma chérie, je ne lui ai rien fait. Parfois, les grandes personnes font des choses qu'on ne comprend pas. Mais papa dit que oncle Thomas était jaloux de toi. C'est quoi être jaloux? Claire intervint rapidement pour changer de sujet, mais le mal était fait. Mes propres petits-enfants s'interrogeaient sur ma responsabilité dans cette tragédie. Le commissaire Marchand m'appelait régulièrement pour me tenir au courant de l'enquête. Thomas restait introuvable. Il avait utilisé le passeport Jean-Claude Moreau pour quitter la France, probablement vers un pays sans traité d'extradition. Les comptes bancaires avaient été gelés, mais Thomas avait eu le temps de vider plusieurs d'entre eux. « Valois », me dit Marchand lors d'un de ses appels, « votre fils avait prévu sa fuite depuis longtemps. On a trouvé des traces de virements vers des paradis fiscaux datant d'il y a 6 mois. Il nous attendait. Vous pensez qu'on le retrouvera? Franchement, il est malin, il a de l'argent et une longueur d'avance. Ça va être compliqué. L'idée que Thomas puisse s'en tirer me révoltait. Toutes ces victimes, ces retraités spoliés, ces familles détruites. Et lui qui coulait des jours heureux sous les tropiques avec l'argent volé. Mais le plus dur n'était pas l'injustice légale. C'était le regard des autres. Au village, à la pharmacie, au supermarché, les gens me regardaient différemment. Certains avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. Quelques-uns murmuraient encore que ça ne pouvait pas être si simple, que le père devait bien savoir quelque chose.
Un après-midi, en sortant de la boulangerie, je tombais sur Lucien Bergeret, un ancien collègue gendarme. Nous n'avions pas parlé depuis 3 ans, depuis ma retraite. « Jean-Pierre, comment tu vas, vieux ? » ?»« Ça va, Lucien. Écoute, cette histoire avec ton fils, on a tous eu du mal à y croire au début. Au début, bah oui quoi. Jean-Pierre Valois dans un réseau criminel, ça nous paraissait impossible. Mais quand on a appris pour ton gamin, il secoua la tête, visiblement mal à l'aise. Tu sais, Jean-Pierre, on se demandait, enfin, certains collègues se demandaient, comment tu avais pu ne rien voir venir? Cette phrase me fit l'effet d'une gifle. Mes anciens collègues doutaient de moi, pas de mon innocence, mais de ma lucidité. Dans leur esprit, j'étais passé de criminel présumé à père aveugle et naïf. Lucien, je ne pouvais pas imaginer que mon propre fils, bien sûr, mais quand même, 9 mois enfermé dans un chalet. Tu ne t'es jamais douté? Si, à la fin. C'est pour ça que je me suis échappé. Ouais. Enfin, heureusement que tu t'en es rendu compte. Il me tapota l'épaule d'un air condescendant et repartit. Je restais planté devant la boulangerie, humilié. Même innocenté, j'étais devenu le gendarme qui s'était fait avoir par son propre fils. Ce soir-là, Claire me trouva dans le salon, prostré devant la cheminée éteinte. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui racontai ma rencontre avec Lucien. Claire s'assit à côté de moi et prit ma main. « Papa, les gens parlent toujours. Ça passera. » « Non, Claire, ça ne passera pas. Toute ma vie, j'ai été Jean-Pierre Valois l'irréprochable. Maintenant, je suis Jean-Pierre Valois la victime. Et bientôt, je serai Jean-Pierre Valois qui s'est fait avoir. Mon nom restera à jamais associé à cette histoire. Papa, tu n'y es pour rien. Si, Claire, j'y suis pour quelque chose. » Claire me regarda, surprise. « Comment ça ? J'ai raté l'éducation de Thomas. Quelque part, j'ai échoué comme père. »« Papa, tu n'as pas échoué ? Thomas a fait ses choix ?» Claire, un fils qui détruit son père, ça ne vient pas de nulle part. Thomas m'a dit au téléphone qu'il en avait marre d'être dans mon ombre, marre de mes principes, marre de mon exemple. Et alors, ce n'est pas de ta faute s'il était jaloux. Si, Claire, c'est ma faute. J'ai été trop rigide, trop exigeant. Thomas n'a jamais pu être lui-même à côté de moi. Claire se leva brusquement. « Papa, arrête. Tu cherches des excuses à Thomas. Il n'y en a pas. Ce qu'il t'a fait est impardonnable. Claire, tu ne comprends pas. Si je comprends, tu culpabilises. Comme d'habitude, même quand tu es victime, tu trouves le moyen de te sentir coupable. » Elle avait raison. Toute ma vie, j'avais eu cette manie de tout prendre sur mes épaules. Les échecs de mes collègues, les erreurs de mes subordonnés, et maintenant, les crimes de mon fils. Papa, tu veux que je te dise ce que je pense vraiment? Dis-moi. Thomas était un lâche et un égoïste. Au lieu de construire sa propre vie, il a préféré détruire la tienne. Et ça, ce n'est pas de l'éducation, c'est de la méchanceté pure. Ces mots me firent du bien, mais ne suffisaient pas à apaiser ma culpabilité de père. 3 jours plus tard, Marchand m'appela avec des nouvelles. « Valois, on a du nouveau. Thomas a été repéré à Bangkok, puis à Singapour. Il se déplace beaucoup, mais on se rapproche. Il a encore de l'argent? Visiblement, oui. Il voyage en première classe, descendant des palaces. Votre fils mène grande vie avec l'argent des retraités français. Et les victimes, elles vont récupérer quelque chose? On a gelé ce qu'on a pu, mais Thomas avait bien préparé son coup. La majeure partie de l'argent a disparu dans la nature. Encore une injustice. Les vraies victimes ne récupéreraient jamais leur argent, pendant que Thomas se prélassait dans des hôtels de luxe asiatiques. Commissaire, si vous l'arrêtez, est-ce que je devrais témoigner contre lui au procès? Probablement. Vous êtes le témoin clé de cette affaire. L'idée de me retrouver face à Thomas dans un tribunal me glaçait. Serais-je capable de regarder mon fils dans les yeux en décrivant ce qu'il m'avait fait subir? Le mois suivant passa lentement. Claire était repartie à Lyon avec les enfants, me laissant seul avec mes souvenirs et mes regrets. J'essayais de reprendre une vie normale, mais rien n'était plus comme avant. La maison me semblait trop grande.
trop silencieuse. Marguerite me manquait plus que jamais. Si elle avait été là, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Un soir de juillet, alors que je dînais seul devant la télévision, les infos locales annoncèrent l'ancien gendarme Jean-Pierre Valois, victime de l'escroquerie de son propre fils, sort de son silence et accepte de témoigner dans un documentaire sur les arnaques familiales. Je faillis m'étrangler avec ma soupe. Quel documentaire! Je n'avais accepté aucune interview. Je découvris que l'émission était programmée pour le lendemain soir sur France 3. Quelqu'un utilisait mon nom sans mon autorisation. Le lendemain, la journaliste Isabelle Moreau sonna à ma porte. « Monsieur Valois, je suis Isabelle Moreau de France 3. Nous nous sommes parlé au téléphone. » « Non, madame, nous ne nous sommes jamais parlé. Mais j'ai reçu un mail de votre part acceptant l'interview. » Elle me montra l'email sur son téléphone. C'était effectivement envoyé depuis une adresse jean-pierre.valoisa, que je ne connaissais pas. « Madame, ce mail ne vient pas de moi. Je n'ai jamais créé cette adresse. » Isabelle Moreau sembla déstabilisée. « Mais alors, qui m'a contacté ?» La réponse me frappa comme la foudre. Thomas. Même en fuite, il continuait à manipuler ma vie. Il avait organisé cette fausse interview pour me ridiculiser publiquement. « Madame Moreau, mon fils est toujours en fuite. Il continue à usurper mon identité, même depuis l'étranger. » Mon Dieu, vous voulez dire qu'il nous a piégés? Apparemment. Monsieur Valois, accepteriez-vous de nous expliquer ça devant la caméra? Ce serait un scoop formidable. J'hésitais un moment, puis je me dis que c'était peut-être l'occasion de rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. D'accord, mais je veux dire ma vérité. Toute ma vérité. 1 heure plus tard, les caméras étaient installées dans mon salon. Isabelle Moreau me posa les questions que j'attendais. Comment j'avais vécu cette séquestration, comment j'avais découvert la vérité, ce que je ressentais pour Thomas. Monsieur Valois, beaucoup de gens se demandent comment un ancien gendarme a pu se faire piéger si facilement par son propre fils. Madame Moreau, un père ne soupçonne pas son fils. C'est contre nature. Quand Thomas m'a dit qu'il était en danger, mon instinct de père a pris le dessus sur mon instinct de gendarme. Vous vous sentez responsable de ce qui s'est passé? Partiellement, oui. J'ai peut-être été trop rigide avec Thomas, trop exigeant. Il vivait dans mon ombre et n'arrivait pas à s'en libérer. Vous cherchez des excuses à votre fils? Non, je cherche à comprendre. Thomas a fait des choix terribles, inexcusables. Mais ces choix ont une origine. Et cette origine, c'est peut-être moi. Si Thomas était arrêté demain, qu'est-ce que vous lui diriez? Cette question me fit réfléchir longuement. Je lui demanderais pourquoi. Pourquoi détruire celui qui t'aime le plus au monde? Pourquoi salir le nom que je lui lègue? Pourquoi choisir l'argent plutôt que la famille? Et s'il vous demandait pardon? Il est trop tard pour le pardon. Le mal est fait. Thomas a détruit notre famille, il a détruit des vies innocentes, il a détruit mon nom. Certaines choses ne se pardonnent pas. Vous ne l'aimez plus? Cette question me brisa le cœur. Si, je l'aime encore. C'est bien ça le plus terrible. Malgré tout ce qu'il m'a fait, c'est toujours mon petit garçon qui avait peur de l'orage. Mais l'amour ne suffit pas. Parfois, la justice doit passer avant l'amour. Quand l'interview fut diffusée, elle eut un retentissement énorme. Les réseaux sociaux parlaient de la dignité de Jean-Pierre Valois, de la tragédie d'un père brisé. Pour la première fois depuis des mois, l'opinion publique était de mon côté. Mais cette reconnaissance tardive ne comblait pas le vide laissé par Thomas. 2 semaines plus tard, Marchand m'appela avec la nouvelle que j'attendais et redoutais à la fois. « Valois, on l'a eu. Thomas a été arrêté ce matin à Kuala Lumpur, extradition prévue dans 15 jours. Il a résisté? Non, il s'est rendu sans difficulté, comme s'il s'y attendait. Thomas allait donc revenir. Après 3 mois de fuite, il allait enfin affronter la justice. Et moi, j'allais devoir le regarder dans les yeux au tribunal. « Commissaire, est-ce qu'il a dit quelque chose? Demandez des nouvelles de quelqu'un. Il a demandé si vous alliez bien. » Cette phrase me fit un effet étrange. Malgré tout ce qu'il avait fait, Thomas pensait encore à moi. Et vous lui avez répondu quoi? Que vous surviviez.
que c'était déjà beaucoup. Le jour du retour de Thomas en France, je ne me déplaçais pas à l'aéroport. Je ne voulais pas voir les images de mon fils menotté, escorté par la police. Claire, elle, y était allée. Elle voulait le regarder dans les yeux. Le soir, elle m'appela. « Papa, je l'ai vu. » Comment il était? Amaigri, fatigué, vieilli. On aurait dit qu'il avait pris 10 ans en 3 mois. Il t'a vu? Oui. Il a voulu me parler, mais les policiers l'ont emmené avant. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'il était désolé. Qu'il voulait te parler. Thomas voulait me parler. Après tout ce qu'il avait fait, il voulait encore jouer avec mes sentiments de père. Claire, je ne veux pas le voir. Papa? Non, Claire, je ne veux pas qu'il me manipule encore. 3 mois de fuite et maintenant il veut parler? Il a eu tout le temps de réfléchir. Papa, et si c'était sincère? Thomas ne sait plus être sincère. Il ment comme il respire. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que Claire avait peut-être raison. Et si Thomas avait réellement pris conscience de l'horreur de ses actes? Le procès s'ouvrit en septembre. 3 mois après l'arrestation de Thomas, 6 mois après sa fuite, 9 mois après le début de mon calvaire. J'étais cité comme témoin principal de l'accusation. Le matin de ma déposition, je me levai à 5 heures. Je revêtis mon plus beau costume, celui que portais pour les grandes occasions quand j'étais gendarme. Je me rasai de près, coiffai mes cheveux blancs. Si je devais affronter mon fils au tribunal, ce serait avec dignité. Claire m'accompagna au palais de justice de Bordeaux. Les journalistes étaient là, les caméras aussi. L'affaire Valois passionnait l'opinion publique. Un père qui témoigne contre son fils, ça ne laisse personne indifférent. Dans la salle d'audience, je vis Thomas pour la première fois depuis ce matin de mars où il avait frappé à ma porte. Il était effectivement amaigri, vieilli. Ses cheveux avaient grisonné. Il portait un costume sombre, mal ajusté. Plus rien du brillant expert comptable que j'avais connu. Quand nos regards se croisèrent, Thomas baissa immédiatement les yeux. Il ne pouvait plus me faire face. Le président du tribunal m'appela à la barre. « Monsieur Valois, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ?»« Je le jure. » « Monsieur Valois, l'accusé est votre fils. Cette situation vous pose-t-elle un problème de conscience? » « Non, monsieur le président. Mon fils a commis des crimes graves. Il doit répondre de ses actes devant la justice. » « Bien, racontez-nous les faits depuis le début. » Pendant 2 heures, je racontais tout. L'arrivée de Thomas chez moi, le prétexte de la dette de jeu, les 9 mois au chalet, les découvertes progressives, l'évasion finale. Je parlais de la douleur du père, mais aussi de la colère de la victime. À aucun moment, Thomas ne leva les yeux vers moi. Il restait prostré, prenant des notes sur un carnet. Quand j'eus terminé, l'avocat de Thomas demanda à me poser des questions. « Monsieur Valois, n'est-il pas vrai que vous avez toujours été très exigeant avec votre fils? » J'ai voulu lui donner de bonnes valeurs, oui. Des valeurs rigides, inflexibles, des valeurs droites. Monsieur Valois, Thomas ne vous a-t-il jamais reproché d'être trop parfait, d'être un exemple impossible à suivre? Si, il me l'a dit. Ne pensez-vous pas que cette pression a pu pousser votre fils vers ces actes désespérés? Je regardais Thomas, qui avait enfin levé la tête. Dans ses yeux, je lisais de la supplication. Il espérait que j'allais l'aider, que j'allais plaider ces circonstances atténuantes. « Maître, dis-je finalement, beaucoup de fils vivent dans l'ombre d'un père exigeant. Très peu deviennent des criminels. Thomas a fait ses choix, des choix libres et conscients. » Thomas retourna la tête, vaincu. Il venait de comprendre que son père ne l'aiderait pas à se défendre. Le procès dura 3 jours. Les témoignages s'accumulèrent contre Thomas. Les victimes défilèrent à la barre, racontant comment elles avaient perdu leurs économies. Des retraités en larmes, des familles détruites. L'ampleur du désastre était énorme. Le 3e jour, Thomas fut autorisé à faire une déclaration finale. Il se leva péniblement et se tourna vers moi. « Papa, je sais que tu ne me pardonneras jamais.
Je sais que j'ai détruit notre famille, je sais que j'ai sali ton nom, mais je veux que tu saches une chose, je ne t'ai jamais haï, j'étais juste jaloux, jaloux de ton succès, de ta réputation, de ton intégrité. J'avais l'impression de n'exister qu'à travers toi, et ça me rendait fou. Alors j'ai voulu te détruire pour exister enfin. Il s'arrêta, les larmes aux yeux. Papa, je sais que c'est trop tard, mais pardonne-moi. Le silence dans la salle était total. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant ma réaction. Thomas venait de m'avouer qu'il m'avait détruit par jalousie, puis demandait mon pardon. Je me levai lentement et le regardai dans les yeux. Thomas, pendant 46 ans, tu as été ce que j'avais de plus cher au monde. Pendant 9 mois, tu as été mon bourreau. Aujourd'hui, tu redeviens mon fils. Mais un fils que je ne reconnaisse pas, un fils que je ne peux plus aimer comme avant. Thomas s'effondra sur son banc, secoué de sanglots. Papa, Thomas, je ne te hais pas, mais je ne peux pas te pardonner. Ce que tu as fait est trop grave. Tu as détruit trop de vies. Le verdict tomba le lendemain. 10 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent et séquestration. Thomas écopait également d'une interdiction bancaire à vie et d'une amende de 5 millions d'euros. En sortant du tribunal, je me sentis étrangement vide. Justice était rendue, mais ça ne me rendait pas mon fils. Ça ne recollait pas les morceaux de ma famille brisés. Claire me prit le bras. « Papa, c'est fini. Tu peux essayer de passer à autre chose maintenant. » Passer à autre chose? Claire, comment on passe à autre chose après ça? En vivant, papa, en profitant de tes petits-enfants, en reconstructeur ta vie. Tu as 74 ans, il te reste du temps pour être heureux. Heureux? Sans Thomas? Papa, Thomas n'existe plus. L'homme qui est parti en prison, ce n'est plus ton fils. C'est un criminel qui portait le nom de ton fils. Claire avait raison, mais accepter cette vérité était au-dessus de mes forces. Les mois qui suivirent furent difficiles. Je tentais de reprendre une vie normale, mais l'ombre de cette histoire planait toujours sur moi. Au village, les gens me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité. J'étais devenu le gendarme qui s'était fait avoir par son fils. Thomas m'écrivait de prison. Des lettres longues où il tentait d'expliquer ses actes, de justifier ses choix. Je les lisais, mais n'y répondais jamais. Que lui aurais-je dit? Que je comprenais? Ce serait un mensonge. Que je lui pardonnais? Ce serait de l'hypocrisie. 1 an après le procès, Thomas demanda à me voir au parloir. Claire m'encourageait à y aller. « Papa, peut-être que ça t'aiderait à tourner la page. Ou peut-être que ça rouvrirait la plaie. Papa, tu ne peux pas rester hanté par cette histoire toute ta vie. » Elle avait raison. À 75 ans, je ne pouvais pas passer le reste de mes jours à ruminer cette tragédie. Le parloir de la prison de Gradignan était un endroit sinistre. Des tables en formica, des chaises en plastique, des gardiens qui surveillaient. Quand Thomas entra, j'eus du mal à le reconnaître. Il avait encore maigri. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Il ressemblait à un vieil homme, alors qu'il n'avait que 47 ans. Papa, Thomas, nous nous regardâmes longuement sans dire un mot. 2 hommes brisés qui ne savaient plus comment se parler. Papa, merci d'être venu. Je ne viens pas pour toi, Thomas. Je viens pour moi, pour essayer de comprendre. Comprendre quoi? Comment mon fils est devenu un étranger? Thomas baissa la tête. Papa, je ne sais pas quoi te dire. J'ai tout gâché. J'ai détruit ma vie, la tienne, celle de Claire. Thomas, est-ce que tu regrettes vraiment? Ou est-ce que tu regrettes juste de t'être fait prendre? Cette question le déstabilisa visiblement. Papa, bien sûr que je regrette. Tu regrettes quoi exactement? De m'avoir séquestré? D'avoir volé l'argent des retraités? Ou de ne pas avoir réussi ton plan? Thomas resta silencieux longtemps, puis murmura « Je regrette de t'avoir fait du mal. Mais tu ne regrettes pas d'avoir volé? » Si, bien sûr. Thomas, arrête de mentir. Même ici, même maintenant, tu continues à mentir. Papa,
Thomas, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, est-ce que tu regrettes sincèrement tes crimes ou est-ce que tu regrettes juste leurs conséquences? Thomas leva enfin les yeux vers moi. Et dans ce regard, je lus la vérité. Il regrettait de s'être fait prendre. Il regrettait de m'avoir perdu. Mais il ne regrettait pas d'avoir volé cet argent. Il ne regrettait pas d'avoir détruit des vies. Je vois, dis-je en me levant. Papa, où tu vas? Je rentre chez moi, Thomas, et je ne reviendrai plus. Papa, attends. Mais j'étais déjà parti. Cette visite m'avait apporté la réponse que je cherchais. Thomas n'avait pas changé. Il était toujours le même manipulateur, le même menteur. La prison ne l'avait pas racheté, elle l'avait juste vieilli. En rentrant chez moi ce soir-là, je pris une décision. Je décrochai le téléphone et appelai Claire. « Papa, comment ça s'est passé ?»« Claire, je veux vendre la maison. »« Quoi ?» Cette maison est pleine de souvenirs de Thomas enfant, de Thomas adolescent. Je ne peux plus vivre avec ces fantômes. « Papa, tu es sûr ?»« Oui. Je vais vendre et venir m'installer près de chez toi, à Lyon. Je veux profiter de mes petits-enfants. Je veux essayer de reconstruire ce qui reste de notre famille. » Papa. Et Thomas? Thomas n'existe plus, Claire. L'homme qui est en prison a porté le nom de mon fils, mais ce n'est plus mon fils. Mon fils est mort le jour où il a décidé de me détruire. Cette phrase me fit mal à prononcer, mais elle était libératrice. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais léger. 6 mois plus tard, j'emménageais dans un petit appartement à Lyon, à 10 minutes de chez Claire. J'avais vendu la maison de Dordogne avec tous ses souvenirs. Mes nouveaux voisins ne connaissaient pas mon histoire. Pour eux, j'étais juste Jean-Pierre, un retraité qui voulait être près de sa famille. Léa et Antoine étaient ravis d'avoir leur grand-père si proche. Je les accompagnais à l'école, les aidais pour leurs devoirs, leur racontais mes souvenirs de gendarme. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais utile. Un soir, en regardant Léa faire ses devoirs de mathématiques, elle me demanda « Papy, tu ne penses plus jamais à oncle Thomas ?»« Si, ma chérie, parfois. Ça te rend triste ?»« Oui, ça me rend triste, mais moins qu'avant. »« Pourquoi ?» Parce que j'ai compris quelque chose, ma chérie. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et oncle Thomas, il ne voulait pas être sauvé? Non, il voulait juste ne pas se faire prendre. Léa réfléchit un moment, puis dit avec la sagesse de ses 13 ans, « Alors c'est mieux comme ça. Au moins maintenant, il ne peut plus faire de mal à personne. » Cette phrase d'enfant résumait parfaitement la situation. Thomas en prison ne pouvait plus nuire. Et moi, libre à Lyon, je pouvais enfin recommencer à vivre. Aujourd'hui, 3 ans après cette histoire, je vais bien. Pas parfaitement bien, mais bien. Thomas sort de prison dans 4 ans. Il aura 52 ans, et moi 79. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai trouvé la force de lui pardonner. Ou peut-être pas. Ce que je sais, c'est que j'ai survécu à la pire trahison qu'un père puisse subir. J'ai perdu un fils, mais j'ai gardé ma dignité. J'ai perdu ma confiance, mais j'ai gardé ma famille. J'ai perdu 9 mois de ma vie, mais j'ai gagné une leçon. Parfois, la justice vaut mieux que l'amour aveugle. Mes petits-enfants grandissent sans oncle Thomas, mais avec un grand-père qui a appris que la force, ce n'est pas de tout pardonner. La force, c'est de savoir dire non, même à ceux qu'on aime. Thomas m'écrit encore parfois. Ces lettres finissent toujours par « ton fils qui t'aime ». Je ne réponds plus, car celui qui m'a aimé était le petit Thomas qui avait peur de l'orage. Celui qui m'écrit de prison est un étranger qui a volé le nom de mon fils. Voilà mon histoire. Une histoire de trahison, de manipulation, mais aussi de résurrection. Je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais j'ai choisi comment y réagir. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette histoire vous a peut-être choqué, révolté, attristé. Moi, elle m'a appris quelque chose d'essentiel. Même à 74 ans, on peut encore choisir qui on veut être. J'ai choisi d'être un homme libre plutôt qu'un père aveugle. Et vous, qu'auriez-vous choisi? Dites-le moi en commentaire.
Vos mots comptent pour moi.